Bonjour, chers étudiants, dans cette nouvelle vidéo, j'aborderai le dernier chapitre du module Métiers, Sciences et Technologies. Alors, le dernier chapitre du programme, c'est le chapitre 4, Architecture et Urbanisme. Et permettez-moi, avant de commencer, d'encourager les étudiants qui m'ont contacté et envoyé leurs exercices que j'avais proposés dans la vidéo du chapitre 3, Génie maritime. Et par la même occasion, je fais un appel pour le reste de la promotion pour s'y investir plus dans ce mode d'enseignement imposé par la situation actuelle de pandémie du Covid-19. Alors je dirais aussi bienvenue aux autres étudiants des autres universités et des autres spécialités qui s'intéressent au module du moment que c'est un module découverte. Donc merci beaucoup pour votre feedback. Et peut-être je vais répondre principalement à la question qui m'a été posée. À quoi sert ce genre de module pour la formation des étudiants ST? Tout simplement, ça leur permet de savoir ce que c'est les spécialités abordables dans la branche aux sciences et technologies. Alors pendant le deuxième semestre, on avait fait génie mécanique, métallurgie, génie civil, hydraulique, génie maritime et aujourd'hui architecture et urbanisme. Alors que pendant le premier semestre, on avait abordé les spécialités telles que l'électronique, l'électrotechnique, pétrochimie, génie des procédés, automatique, télécommunications et aussi énergie renouvelable. Alors je précise, toutes ces spécialités sont accessibles à partir de la deuxième année ST, sauf architecture et urbanisme, pétrochimie et génie des procédés. C'est des spécialités accessibles directement après le baccalauréat, avec des moyennes bien spécifiques. Donc grosso modo, c'est un module qui fait la relation entre ces spécialités et le monde du travail, les différents débouchés, les employeurs potentiels et surtout inculquer aux étudiants les compétences que doivent acquérir pour ces différentes spécialités. Voilà, en bref. Alors, je suis sûre qu'il y a pas mal d'entre vous a déjà rêvé d'une maison et ce rêve pourra se concrétiser sur la réalité via un plan qui va le faire tout simplement l'architecte. Il y a parmi vous aussi qui ont vu des documentaires ou bien qui ont voyagé et la première chose qui nous attire lorsqu'on voyage ou bien lorsqu'on découvre une ville, c'est les infrastructures, c'est l'organisation de la ville, telle que vous voyez dans cette image. C'est aussi les monuments historiques de la ville. Alors, les infrastructures, ce sont l'image des villes, de leur modernité, de leur développement, mais aussi de leur histoire et leur tradition. Alors là, je vous ai mis Maqam Shahid d'Alger, en Algérie. Là, vous avez la tour d'Arabe de Dubaï. Là, c'est le Colosseum d'Italie. Alors, on peut résumer, c'est quoi l'architecture? C'est tout simplement l'art de concevoir des édifices, des infrastructures de tout type. Alors, si on veut classer les différents types d'architecture, on pourra dire il y a l'architecture monumentale, donc tout ce qui est des monuments. Et là, vous pouvez voir les pyramides en Égypte. Par exemple, j'ai mis ici Mansoura, de la ville de Tlemcen en Algérie. Il y a un autre type d'architecture, ce qu'on appelle l'architecture religieuse. Alors, vous avez les mosquées, les églises, les cathédrales. Je vous ai mis 3 images. Alors là, vous avez la mosquée en Allemagne, c'est la plus grande en Europe. Et il y a une mosquée ici en Inde. Et là, j'ai mis, je peux m'en passer de ma ville, Tlemcen, la grande mosquée. Qu'est-ce qu'on remarque entre les 3 images? C'est qu'il y a ça reflète fortement une relation avec la société et la tradition de cette société. Là, c'est moderne.
Là, la forme change, la couleur et la structure. Et bien sûr, pour la grande mosquée, on a un caractère d'Andalousie, donc c'est l'histoire. Et à ce niveau, on peut dire qu'il y a une relation intimement liée entre l'histoire, la tradition et le mode de vie d'une société avec l'architecture. En fait, ça se reflète. Pour finir, je peux dire qu'il y a l'architecture militaire. Là, il y a un exemple. La structure change. Il y a des murs de défense qui sont colossales. Il y a d'autres types d'architecture. Par exemple, les architectures des bâtiments. Là, c'est assez moderne. Vous avez l'architecture des ponts. Et là, à ce niveau, on peut dire que vraiment la compétence primordiale d'un architecte, c'est sa créativité. Une idée se concrétise par un chef-d'œuvre qui va par la suite être admiré par des générations et pourquoi pas, il va être admiré dans le temps par différentes générations et ça va rentrer dans l'histoire. Il y a aussi de l'architecture des villes et des villages. Par exemple, là, une image qui reflète une structure vraiment belle et moderne, qui est un mélange entre l'aquatique, la verdure et l'infrastructure. Alors, je ne pourrais m'en passer de dire que l'architecture, le mot architecture peut être utilisé dans d'autres domaines, d'accord? Par exemple, là, en électronique, vous avez pas mal de circuits, et là, je peux parler d'une architecture et une planification dans ce système électronique. On peut parler aussi d'architecture dans le cas des molécules. Alors là, je vous ai mis une molécule qui a la propriété dans l'eau de faire ce qu'on appelle des assemblages. Par exemple, vous avez cette structure lamellaire, cette structure hexagonale, vésicule et micellaire. Et là, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que finalement, l'architecte, il a une source d'inspiration qui est diverse. La chimie et la structure intelligente des molécules peut être une source. Alors, quant à l'urbanisme, il concerne principalement l'organisation et la planification de la ville et aussi l'aménagement de ses territoires. Alors, on a dit que l'architecte, il fait les édifices, les infrastructures de tout type. Nous avons vu les types, mais comment mettre en relation de ces infrastructures, comment faire entre les chemins, les avenues, les rues, les ponts et tout ça, c'est le job de l'urbaniste. L'urbaniste, il a aussi pour vocation de réglementer et d'organiser le cadre de vie d'une société, des habitants, tout en respectant non seulement l'environnement, mais aussi en respectant le mode de vie de cette société. Alors, il est très important de savoir cette relation entre l'urbanisme et le mode de vie d'une société. Finalement, les deux spécialités sont complémentaires, architecte et urbaniste. Alors, pour comprendre plus ce rapport société-urbanisme, je vais vous faire un exemple très concret qui est tout simplement assez possible d'habiter un jour l'océan. Alors, les urbanistes pensent à l'avenir et font des recherches. Selon les études qui disent qu'en 2050, nous serons environ 9 milliards d'habitants sur Terre, avant d'atteindre les 12 milliards pour 2100. L'idée, c'est quoi? C'est explorer le monde marin tout en respectant la Terre. Et là, vous avez des structures de projets, et c'est possible de les réaliser dans le futur. Alors, c'est possible qu'on devienne des mériens, cela veut dire qu'on va habiter les mers, alors que maintenant nous sommes des terriens. C'est un urbanisme de futur. Pourquoi? Parce que il va influencer de façon grandiose la vie de tous les jours. Alors, imaginez avec moi une ville construite sur l'océan. Cette ville va être bien sûr reliée. Et pour, par exemple, partir de votre maison à votre travail, vous devez traverser la mer. Donc, au lieu d'avoir une voiture,
ben, vous allez la traverser par un bateau. Au lieu sur terre, vous allez partir par exemple à pied, je sais pas, chez votre voisin ou quelque part. Ben, si vous allez habiter la mer, ben, vous allez nager. On peut même imaginer des maisons avec des fenêtres qui vont être dans la mer, et avec, au lieu des chats et des chiens dans vos jardins maintenant, ben, vous allez voir des dauphins, des baleines, des requins, ben, tout ce que le monde marin, qui est très beau, peut enfermer de trésors. Alors là, c'est quoi la relation à l'urbanisme? Ben, il a créé de nouveaux moyens de transport, il a créé de nouvelles habitudes. Un autre point très important en architecture et urbanisme, c'est ce qu'on appelle la biomimétisme. Alors ça veut dire quoi? C'est tout simplement s'inspirer de la nature, l'analyser et la copier carrément. Alors nous avons parlé tout à l'heure de l'architecture en chimie, de la structure intelligence des matériaux. Alors on peut copier cette structure à l'échelle microscopique, ben, tout simplement à l'échelle macroscopique. On peut aussi analyser et observer tout ce qu'il y a dans les écosystèmes aquatiques et faire des infrastructures similaires. Et là, je vous ai mis une image d'une méduse que par sa forme, c'est une source d'inspiration. L'architecte pourra la traduire en infrastructure qui peut être flottée dans la mer, et au lieu d'avoir des tours qui vont gratter le ciel, ben vous aurez des structures similaires mais qui vont gratter le fond de l'océan. Et là, c'est une inspiration. Donc la créativité, on est bien d'accord, c'est une idée originale, mais elle a besoin toujours d'être inspirée de la nature, des écosystèmes, des molécules, tout ce que vous voulez. Là, pour précision, ça c'est pas de la science-fiction que je suis en train de vous raconter, ben, c'est un projet EcoEra que je vous invite à faire de la recherche là-dessus. Ben, c'est la vision que les architectes et les urbanistes voient dans le futur proche. Si on va résumer, l'architecture, on pourra dire que c'est l'art de la conception et la maîtrise d'œuvres des édifices, que ce soit individuel, par exemple des maisons, des magasins, ou bien les collectifs, des bâtiments, des hôpitaux, des industries, tout ce que vous voulez. Quant à l'urbanisme, ça serait la manière dont ces édifices seront répartis les uns par rapport aux autres. Non seulement dans l'espace, mais dans une ville ou bien dans un espace public. Donc c'est la relation entre les différentes infrastructures mises en point par l'architecte. À ce niveau, on peut dire que les deux spécialités sont complémentaires et travaillent dans un projet en commun. On peut dire aussi que l'architecture porte non seulement sur la conception, mais aussi elle porte sur la réparation des bâtiments, dans ce qu'on appelle la rénovation, en fonction bien sûr d'une typologie, que ce soit des bâtiments, des commerces, des industries, des résidentiels, tout ce qui concerne la conception et la réparation. Quant à l'urbanisme, il va être responsable des modes de communication entre ces infrastructures par le cheminement, les rues, les avenues, les voies ferrées, souterraines ou non. Alors, quand on parle d'urbanisme, il est important de citer ce qu'on appelle les villes intelligentes ou bien smart cities. Les smart cities, c'est un projet qui est mis en point par des urbanistes, mais bien sûr avec d'autres spécialités, avec les gens de télécom, d'informatique, de réseau, d'énergie renouvelable, beaucoup d'autres spécialités en commun. En fait, les urbanistes ils s'orientent désormais vers une approche pour concevoir des villes, non comme un ensemble de secteurs distincts, mais comme un réseau global dans lequel tout est connecté avec tout. Alors, l'objectif, c'est bien sûr d'améliorer la vie des habitants en apportant une meilleure qualité de vie et surtout en associant les technologies dans la vie quotidienne. Alors, cette amélioration de vie se fera comment? Alors, comme vous voyez sur le schéma suivant,
Quand on parle de Smart City, c'est la même chose que vous pouvez dire Green City, une ville durable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ville qui respecte l'environnement. Si je dis je respecte l'environnement, on va mettre en œuvre toutes les méthodes ou bien toutes les technologies possibles pour diminuer l'effet du réchauffement climatique, pour diminuer la pollution. Et là je précise, la pollution elle est non seulement chimique, mais elle peut être sonore, donc diminuer même la pollution sonore. Un exemple, on peut l'utilisation des véhicules électriques. Et là, il y a une réduction grandiose par rapport aux véhicules classiques. Et la mise en point, puisque l'urbanisme, c'est la connexion entre les différentes infrastructures, donc il y aurait des buildings, on parle de smart buildings, donc des bâtiments intelligents, on parle des smart homes. Rappelez-vous, chers étudiants, on avait détaillé cette notion de smart home dans le chapitre premier semestre électronique et électrotechnique, dans lequel on avait parlé des capteurs et des maisons intelligentes, là où tout est connecté. Des bâtiments qui utilisent de l'énergie renouvelable, par exemple un réchauffement qui n'a pas besoin des énergies fossiles, mais plutôt avec tout ce qui est panneaux solaires et tout ce qui s'ensuit. Je détaille un peu plus, il y a pas mal de choses à dire sur les villes intelligentes du futur, parce que c'est la base d'un développement durable, la planification urbaine sur le long terme et l'accès aux données publiques, puisque tout est connecté. Les villes intelligentes ou bien durables, elles doivent réunir plusieurs critères. Alors par exemple, le secteur immobilier, qui va faire intervenir de nombreuses technologies dans le domaine par exemple de l'éclairage, des énergies renouvelables notamment. Par exemple, vous aurez des capteurs qui vont de luminosité et qui vont s'activer selon le rythme de la lumière. Tout fonctionne de façon automatique et informatique. L'industrie par exemple qui doivent réduire ses émissions et ses déchets chimiques, les entreprises à services énergétiques et les services publics en utilisant des réseaux électriques intelligents et des systèmes de communication. Par exemple, les entreprises de gestion de qualité de l'air, de l'eau, des déchets ont recours au système de réseaux et de capteurs. Vous avez des capteurs dans lesquels vous pouvez vous connecter, ça vous donne la météo, la température, la sécheresse. Il y a un grand big data qui va être collecté et qui est accessible pour tout le monde via tout simplement leur téléphone, via des applications. Il y a aussi le secteur de la sécurité, donc il y aurait pas mal de caméras de surveillance. On peut attaquer aussi au personnel médical qui va assurer des soins de santé à distance et qui gère aussi non seulement la visite mais aussi les dossiers électroniques, par voie électronique. Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas de la science-fiction et c'est pas d'un futur lointain. Déjà, là, je vous donne un exemple de la ville qui est classée premièrement au point de durabilité et d'intelligence. C'est la ville de Göteborg en Suède. Alors, elle est classée premièrement dans l'index de destination durable mondial. Alors, pour information, cette ville, elle comporte 313 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est l'équivalent vous pouvez dire, d'un stade de tennis par habitant. Alors cette verdure est constituée principalement des forêts et des réserves naturelles. Cette ville, elle assure les 6 critères d'une ville intelligente et durable. Elle a comme objectif de réduire l'impact sur le réchauffement. D'accord? Donc c'est le critère numéro 3, l'environnement intelligent. Elle préserve aussi la biodiversité, elle lutte contre l'utilisation des produits chimiques, elle limite la pollution de toutes sortes, qu'elle soit sonore ou aquatique ou bien chimique.
Alors, il y a une économie intelligente. Par exemple, il y a des vélos qui ont été mis en libre service, des voitures électriques, donc pour diminuer l'émission du CO2. On peut dire il y a des habitants aussi intelligents, il y a un mode de vie intelligent et bien sûr une administration intelligente. Alors qu'est-ce qu'on pourra dire avec? Le chauffage de la ville, il est mis sur les énergies renouvelables ou bien la transformation de chaleur qui était dégagée par les industries. Alors là, on est vraiment dans une transformation durable. On peut pas, une ville ne pourra réussir ce mode de vie s'il n'y aura pas des habitants intelligents. Alors figurez-vous, lorsqu'on parle d'intelligence, on n'est pas là de donner de bonnes notes. Loin de ça. On est avec des habitants qui ont un acte de civisme, qui respectent l'environnement, qui respectent le mode de vie et qui surtout contribuent. Alors, chers étudiants, je vous donne un simple exemple pour comprendre ce que ça veut dire un habitant intelligent. Actuellement, on est en pleine pandémie, d'accord, de Corona, et je vous laisse le soin de juger. Nous sommes complètement investis pour lutter contre cette pandémie. Est-ce que tout le monde porte des bavettes? Même si j'ai pas de bavettes, je porte un écharpe sur le nez et la bouche. Est-ce que tout le monde respecte la distance quand il sort? Est-ce que tout le monde respecte le confinement et il sort que pour la nécessité? Donc voilà, ça c'est un acte de civisme que je vous laisse le soin de juger. Alors, s'il y a des habitants intelligents et s'il y a des habitants qui ont cette responsabilité, cet acte de civisme, on pourra lutter contre la pandémie, par exemple. Avant de passer à autre chose, je vous donnerai un autre exemple c'est Santander. C'est une ville en Espagne, c'est à côté de Bilbao. C'est une ville, je pense, la plus connectée en Europe. Il y a plus de 20 000 capteurs un peu partout. Vous trouvez des capteurs partout. Vous allez vous connecter avec tout et rien. Par exemple, un simple parking, vous avez une plaque, vous allez se connecter, elle va vous dire s'il y a de la place ou pas. Donc vous n'allez pas perdre du temps, partir souterrain dans le parking et chercher. Donc c'est via application, via internet, c'est connecté, elle vous dit. Par exemple, elle facilite le travail de pas mal de choses. Voilà. Alors si on va poser la question, c'est quoi les métiers d'architecte? C'est surtout dessiner les plans des maisons individuelles ou bien de logements sociaux, des bâtiments publics ou bien de tout type d'édifice à construire. Alors vous avez un rêve, une idée, ça se concrétise via un plan, via un architecte. Voilà. C'est son rôle, l'architecte, de contrôler les étapes de réalisation du chantier. Et on a plusieurs spécialités. On parle d'architecte paysagiste, territorial, patrimoine, d'intérieur. Les débouchés, l'architecte peut travailler dans les agences privées d'architectes, dans la fonction publique, dans les collectivités locales, dans les entreprises de bâtiments et travaux publics, les sociétés d'aménagement, et comme toute spécialité, il y a toujours le secteur enseignant-chercheur qui est abordable. Quant à l'urbaniste, son job c'est d'aménager, rénover et améliorer les quartiers et les espaces verts dans les villes. Donc il participe aussi à la création de nouveaux espaces. On parle d'urbaniste concepteur ou bien urbaniste territorial. Géomètre, topographe, géomaticien. Donc c'est surtout, il travaille en étroite collaboration avec des sociologues. Alors pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on veut rénover une ville, ou bien faire une construction. On doit respecter le mode de vie d'une société. Des géographes, alors construire et rénover, planifier dans le Sahara, c'est pas planifier dans une autre ville qui a, je sais pas, une terre différente, rocheuse. Donc les géographes y participent pleinement, les architectes aussi. Donc c'est un travail de groupe, c'est un projet dans lequel tout le monde participe. Là, je cite, par exemple, construire dans une ville
ou bien un pays là où il y a beaucoup de séismes, donc il y a des constructions bien précises, donc l'architecte intervient avec tout ce qui est antisismique. Des conseillers en environnement, bien sûr, pour respecter l'environnement et être en harmonie avec l'environnement. Des juristes, eh ben, lorsque vous avez un lot de terrain, ça s'appartient à des autorités. Il y a tout un cahier de charges rempli, il y a tous des papiers, des permissions de construction. Donc tout ceci donne une certaine compétence à l'urbaniste ou bien à l'architecte de ce qu'on appelle un sens de communication. Donc il y a beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de communication à faire. Compte déboucher, l'urbaniste peut travailler dans les collectivités locales, dans la fonction publique, les directions de la wilaya pour l'équipement, les bureaux d'études de toutes sortes et bien sûr les cabinets d'architecture. Chers étudiants, là je précise, je pense chez nous en Algérie, la spécialité architecture, par la suite il y a architecture urbaniste. Par contre, j'ai fait une recherche, il y a des universités ailleurs, la spécialité urbaniste est accessible directement à partir du baccalauréat. Donc carrément, première année, spécialité la branche urbanisme. Voilà. Bon, à la fin, si on peut parler des qualités que doivent requiert l'architecte ou bien l'urbaniste, est-ce que vous êtes d'accord que la créativité, c'est le point fort dans cette spécialité? Être aussi créatif, c'est aussi être aussi original avec une idée originale. Et c'est ça ce qui est le plus cher. Avoir une vision, avoir des idées innovantes qui ne sont pas comme d'hab, qui ne sont pas normaux, quoi. Il y a la précision aussi, être très précis. Vous êtes d'accord, vous allez construire des ponts, des maisons, des bâtiments, des gens vont habiter. Alors imaginez avec moi si vous faites un faux plan et après vous allez construire, vous êtes en train de faire des ruines. Tout va être ruiné sur les gens. Donc la précision est l'une des qualités les plus importantes. Un sens de communication. On avait vu que ce genre de projet d'architecture et d'urbanisme, il y a plein de communication avec plusieurs spécialités. Déjà, primo rien, avant de prendre le projet, c'est un monde compétitif. Vous devez avoir le sens de communication, de convaincre l'autre par votre projet. De plus, vous devez tolérer les critiques. Vous devez, ça rentre dans le sens de communication, vous devez accepter le contraire de ce que vous pensez, c'est la tolérance. Et avoir le sens et l'art de débattre, c'est pas donné à tout le monde. Hein. De plus, le sens de communication dans toutes les différentes étapes, non seulement avec les collaborateurs, mais aussi avec votre client. Il faut le convaincre pour qu'il soit satisfait de ce qu'il voulait avoir dès le début, dans la mesure bien sûr du possible. À la fin, il y a une mobilité sur le terrain. C'est des métiers, pas de bureau, mais des bureaux à l'administration, au terrain, à l'achat des produits, même à l'importation peut-être. À la fin, une large culture. Et là, je pense que cette large culture, on avait beaucoup parlé de cette compétence pour toutes les spécialités cette année, parce qu'une large culture, si vous êtes d'accord, elle va nourrir votre créativité. Et cette large culture, elle ne vient pas du néant, elle ne vient pas en dormant, elle ne vient pas du zéro. Vous êtes d'accord? Donc une large culture, ça se grandit avec vous dès votre première année, en faisant des exposés, en participant à des journées scientifiques, en assistant à des conférences. Petit à petit, votre culture va être vaste et du coup, vous allez être créative et vous aurez pas mal d'idées. Alors au final, chers étudiants, là je peux annoncer que le programme de métiers, sciences et technologies s'est achevé. Ce qui nous reste à faire, c'est comme on a fait en premier semestre, c'est le planning des exposés. Alors rappelez-vous, tout juste avant le confinement, au mois de mars, on avait dispatché les thèmes
et les groupes pour chaque spécialité. Donc nous avons l'exposé concernant génie mécanique. Je me rappelle, c'était pour Abdelmalik Mohamed et ses camarades Walid et Nordin. Métallurgie, un autre groupe, génie civil, hydraulique, génie maritime et le dernier aujourd'hui. Alors, chers étudiants, c'est comme d'hab, puisque l'exposé sera fait par un groupe d'étudiants, le thème, c'est la même chose qu'on a fait en premier semestre, c'est la création d'une entreprise avec le logo, avec le nom de l'entreprise et la présentation des ingénieurs avec leur rôle et l'explication. Et toujours on met l'accent sur l'ingénieur de recherche et développement, ce qui vous permettra d'inculquer le réflexe de la recherche lorsque vous avez un problème au milieu de travail, comment on peut trouver des solutions innovantes dans l'immédiat. Alors je compte sur vous, chers étudiants, vous allez m'envoyer ces exposés par mail, comme on est en train de travailler pour les exercices, et je vais essayer de les corriger et de vous orienter, Inch'Allah, d'ici qu'on se retrouve ensemble, on les fera. Alors, puisqu'on a terminé le programme, rappelez-vous, chers étudiants, cette année on avait fait une journée scientifique sur l'hydraulique, animée par le club scientifique Knowledge Skill Club du centre universitaire de Mamia. Et on avait programmé la journée du savoir qui était programmée le 16 avril, et malheureusement on est en confinement. Alors elle est reportée pour une date qu'on verra quand. Mais puisqu'on a terminé maintenant toutes les spécialités, vous pouvez déjà préparer les expériences et me les envoyer aussi par mail. Alors, juste pour vous rappeler, l'année passée, on avait fait cette journée. Bon, l'année passée avec mes étudiants au sein de ce module, et on avait invité les élèves des lycées, les éducateurs, et les étudiants ont fait des expériences scientifiques pour vulgariser les différentes spécialités afin d'aider et d'expliquer avec des mots simples et des expériences scientifiques adéquates ce que ça veut dire toutes les spécialités qu'on a vues ensemble dans le domaine ST. Alors ce genre de journée, chers étudiants, et d'interaction vous permet de non seulement réviser toute l'année, concrétiser tout ce que vous avez appris, ça nous permet de vous acquérir des compétences dont on vient de parler, de sens de communication, le plaisir de partager le savoir de passer une idée de façon pédagogue ou scientifique, et surtout le sens de communication et la créativité dans ces expériences. Ça fait partie des créativités. Alors au final, je vous souhaite bon courage et rappelez-vous, le mot difficile à supprimer de votre dictionnaire. Rappelez-vous que tout est facile, mais par le travail et uniquement le travail. Allez, au revoir.